Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais voir déjà les premiers messages arriver. Vous êtes avec nous, ça fait plaisir. Bonjour Lucie, bonjour à les restes. On est aujourd'hui avec Emeline et on va parler des travaux et les rénovations de manière générale. C'est le sujet qui fait peur, surtout aux femmes. C'est le sujet qui n'a pas beaucoup abordé dans toutes les formations immobilières, tous les accompagnements qu'on peut avoir en immobilier. Donc, c'est hyper important qu'on traite ce sujet à part. Et je trouve que j'ai fait un très bon choix d'intervenant parce que Emeline n'est pas seulement une femme passionnée des travaux. Tu as BTS en En plus. IMO. Hein. Je vais me Ouais. présenter, je vais te raconter un peu tout Donc ça. voilà, c'est vraiment ton dada. Tu n'as pas peur. Tu es en train de faire les bricolages tout le temps chez toi, même 4 jours avant ton mariage. Chapeau. Ouais, Donc, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Je te propose de merci, commencer, Emeline, peut-être à ça commencer marche. par les présentations, s'il te plaît. Bien sûr. Merci Katia et merci pour ton invitation. D'ailleurs, ça fait plaisir. Et bonjour à tous ceux qui peuvent nous écouter. Bonjour Lucie, Mélissa. Alors, pour vous donner un petit peu d'informations sur moi, effectivement, déjà, j'adore les travaux. Et effectivement, je vais me marier ce week-end, donc dans quelques jours. Et encore hier au soir, j'étais en train de faire des joints en silicone. Mais bon, on fait attention à la manucure. Alors, pour vous donner un peu d'infos, donc moi j'ai 29 ans, j'ai un BTS profession immobilière, une licence en gestion immobilière et un master en gestion de patrimoine immobilier. J'ai toujours été passionnée par l'immobilier et dans mon ancienne vie, donc j'étais asset manager, donc je m'occupais de la gestion et acquisition d'immobilier de santé en Europe. Donc je crapahutais un peu partout pour des biens entre 50, les 5, 30 et 60, 80 millions d'euros. Donc, on va parler de hôtels, cliniques, EHPAD, établissements autistes, tout ça. Et j'ai donc toujours adoré l'IMO. Je suis également certifiée par l'autorité des marchés financiers, conseiller en investissement financier. Et là, je viens de passer mes habilitations pour faire du courtage en crédit et du courtage en assurance. Donc, et tout passé, full package. Étant donné que les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés, eh bien, j'ai également fait le choix d'investir. Donc, j'ai commencé à investir en 2019. J'ai signé mon premier bien IMO le 28 août 2019. Il y a des dates comme ça qu'on n'oublie pas. Euh, et donc, avec un immeuble de 8 lots, j'ai enchaîné en 2020 où je me suis rendu compte que ça marchait grave. Et donc là, j'ai signé 5 acquisitions. Donc, une maison que j'ai transformée en une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. C'était une vieille maison. Ensuite, j'ai signé 2 colocations, une de 5 chambres, une de 6 chambres. C'était en août 2020. En septembre, octobre, j'ai signé un bien que j'ai divisé en 4 lots, donc 4 studios. Et en fin novembre, début décembre, j'ai signé une grosse maison de 230 mètres carrés, je crois à peu près, que j'ai transformé en un co-living de 8 chambres. Que j'ai fait en haut de gamme. 2021, j'ai géré l'intégralité des chantiers car, comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un peu de taf. Donc, j'ai fait en tout dans ma vie plus de 450 000 euros de travaux. Donc ça, c'est de 2021. 2021, étant donné que ça a été un peu chaud, j'ai également donné ma dème parce que en réalité, j'avais n'arrivais plus à driver ma vie pro où j'étais déjà sur tous les fronts et ma vie perso d'investisseuse. Donc j'ai donné ma dème et 2022, du coup, j'ai monté la société Evermind Formation avec mon associé. Donc, on a un organisme de formation en investissement, notamment immobilier locatif, marchand de biens, professionnel agréé par l'État, Calliope, tout ce qui va avec. Et je vous avoue que j'en suis assez contente puisque ça fait du coup, on a lancé le 8 mai exactement et on a formé en un tout petit peu plus d'un an plus de 630 personnes. On a que des excellents retours et c'est trop bien. On est passé de 2 personnes à 9 personnes, donc j'ai pris des salariés également. Et là, si je passe aussi toutes ces habilitations, c'est parce que je suis en train de monter une société de gestion de patrimoine, notamment en ligne digitale, pour accompagner les investisseurs, notamment plus sur des démarches uniquement d'immobilier, mais aussi sur tout ce qui va être des produits financiers. Donc, comme de la SCPI, il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes, et on va essayer de pousser tout ça avec un petit peu de saupoudrage d'humanitaire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Donc, voici pour mon profil. Vous connaissez une petite partie de ma vie déjà. Et donc, les travaux. Les travaux, parlons-en. Katia, est-ce que tu veux démarrer ou tu veux que je lance direct Déjà, on Je va me juste lance. rappeler quelques règles. Donc, pour ceux qui sont avec nous en live, si vous avez des questions, questions majuscules, et ensuite vous posez votre question. Comme ça, on la détecte tout de suite dans les commentaires. Et j'ai envie de te poser tout de suite les questions. Pourquoi faire les travaux? Si ça fait peur, si c'est pas quelque chose que tout le monde veut gérer, qui a envie de gérer, pourquoi les faire? Tout Ouais. simplement. Alors, pourquoi faire des travaux? Excellente première question. Alors, effectivement, ça peut faire peur, mais je dirais que si vous retirez un petit peu les œillères qu'on peut avoir, il y a un autre monde derrière tout ça. C'est déjà, on va l'établir sur 2 points. La valorisation du patrimoine. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une rénovation, vous allez augmenter la valeur de votre bien. Donc là, vous n'allez pas uniquement aller tabler sur de la rentabilité, donc disons du cash flow. Le cash flow, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont expliqué avant moi, c'est l'idée d'avoir donc, vous avez un crédit immobilier à hauteur de X et vous avez vos loyers. Et l'idée, c'est que, je vais me mettre là comme ça on voit mieux, ok, là il y a le crédit, il y a les loyers qui couvrent plus que le crédit. Et en fait, ce petit surplus s'appelle donc le cash flow et c'est ce qui va rester dans votre poche après avoir payé les charges, les lecs, la taxe foncière, les impôts, vraiment le full package. Et donc, nous, on va essayer de cumuler ce petit cash flow, petit bout par petit investissements, et en fait, on essaye remplacer un petit peu le salaire pour avoir des revenus complémentaires, une potentielle indépendance financière. Donc, faire les travaux, ça permet de valoriser votre bien immo. Si vous achetez quelque chose qui est déjà, par exemple, totalement rénové, vous devez le revendre demain, vous allez potentiellement le revendre le même prix. Donc, vous n'allez pas avoir de culbute en termes de plus-value. Donc, déjà, le fait de faire des travaux, hop, vous avez potentiellement du cash flow tous les mois et vous allez faire de la plus-value. Parce qu'on est là quand même pour prendre de l'argent, c'est quand même mieux. Donc, déjà, il y a ce point-là. Et également, il y a quand même une partie, je dirais, en termes de fiscalité. Si vous avez, je vais essayer de le faire classique, basique. Vous achetez un bien immobilier en nom propre. Vous avez vos loyers, je me mets l'appareil dans le blanc, vos loyers qui tombent tous les mois. Ok. Quand vous allez faire votre déclaration à la fin de l'année, donc on fait x12 par du temps, enfin, ce qui a été vraiment encaissé, et vous allez être impacté donc avoir de l'imposition sur ces montants-là. Donc tout ce qui rentre dans votre poche. L'idée, c'est d'avoir des charges en face, donc que en fait vous ayez des revenus qui rentrent, mais que vous ayez des charges. Il faut faire attention, c'est que vous pouvez quand même avoir de l'argent qui tombe dans votre poche tous les mois, mais avoir quand même plus de charges. Et donc, ça veut dire faire tomber votre imposition à zéro, notamment sur un LMNP, par exemple, loueur meublé non professionnel, et ne pas payer d'impôts. Je vous prends mon exemple. Par exemple, moi, je ne paye pas d'impôts, que ce soit sur mes sociétés encore pour le moment, parce que j'ai fait tellement de travaux que mon résultat est impacté par ces travaux, et également en nom propre. Pourquoi? Parce qu'on va prendre par exemple, je ne sais pas, un bien que j'ai acheté moi dans le 94 et j'ai fait 35 000 euros de travaux. Ok, et bien en fait, le comptable va découper ce montant de travaux et on va venir amortir ce montant tous les ans. Donc, vous allez avoir la toiture va s'amortir sur X temps, on peut avoir du 10 ans, 10-15 ans. On va avoir les travaux de rénovation classiques qui vont s'amortir sur X temps également. Le bien immobilier en lui-même va également s'amortir. Donc, vous pouvez l'avoir sur du 25-30 ans. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, le résultat que vous allez faire va être impacté par ces petits amortissements plus les intérêts d'emprunt, les petits achats immobiliers que vous allez faire au quotidien, les assurances, la taxe foncière, ce genre de choses-là. Et ça va vous permettre, oui, de vivre quand même avec vos investissements immobiliers. Vous avez du cash qui tombe dans votre poche. Mais étant donné que vous avez souvent pris un prêt travaux, eh bien, vous allez quand même venir impacter ce résultat et donc payer moins d'impôts. Donc, je dirais qu'il y a un double shot. Un, vous faites de la plus-value et c'est génial parce qu'on aime tous avoir du cash dans les poches. Et deux, eh bien, vous payez peu d'impôts. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et pourquoi les gens commencent à payer des impôts au bout d'un certain temps? Eh bien, tout simplement parce que l'amortissement, il fait comme ça. En fait, au début, vous allez amortir, mais à un moment, il n'y a plus grand-chose à amortir. Donc, vos revenus, ils sont toujours là, sauf que l'amortissement, il fait... Et donc là, le cumul fait que vous allez payer des impôts à ce moment-là. Voilà Ok, pour la donc première question. là, ça donne envie. J'imagine que tous les gens qui nous écoutent, j'ai dit ouais, c'est génial. Ok. Mais autant que novice,
qui n'a jamais géré les travaux, qui débute dans l'immobilier, je vais aller visiter mon premier bien. Je vais voir Ouais, qu'il a des travaux. Comment s'y mettre dès les débuts? Parce que pour les novices, ça va être très compliqué de voir, OK, ici, ça enveloppe travaux 10 000 ou 30 000. J'en sais ouais, rien, en fait. bien Donc, sûr. dès les débuts, on va essayer d'aller étape par étape. Donc, début des recherches, bien avec les travaux. On se met, on Ouais. fait quoi? Alors, l'idée, moi, c'est pas de vous transformer en expert du bâtiment. J'en suis pas forcément une non plus, même si j'en ai fait pendant longtemps et que j'adore ça. Il y a toujours des notions, on a toujours à apprendre. Quand vous allez vous positionner sur un bien, donc vous faites toute votre petite recherche, là, l'idée, ça va être de toujours prendre un maximum d'informations. Moi, je dis aux personnes que je peux coacher, vous faites un tableau. Ok. Vous allez déjà analyser l'annonce, donc prendre le maximum d'informations. Il y a certaines personnes qui sont plus ou moins, je dirais, radines dans les annonces et qui donnent pas beaucoup d'infos. Dans ces moments-là, on prend le téléphone et vous allez poser toutes vos petites questions. Alors, moi, je sais que je fournis carrément aux gens des checklists. Ça va beaucoup plus vite, hein, les checklists de visite. Mais pour vous donner un peu d'infos, en gros, il faut savoir en quel état est la toiture. Vous avez différents points, je dirais, les plus impactants en termes de postes de dépenses sur un investissement immobilier. Ça va être la toiture. Alors oui, sur un appartement en copropriété, c'est différent. On va en parler après. On va distinguer, pour vous aider, les appartements en copro et les biens immobiliers type maison classique. Okay. Là, si on va sur la maison classique, vous allez regarder la toiture. Donc la toiture, c'est un poste de dépense extrêmement coûteux. Pour vous dire que si il faut la refaire, donc ça veut dire que la personne va voir désosser toutes les ardoises, par exemple. On va regarder quand même aussi si la charpente elle est en bon état. Ils vont reposer très certainement un film plastique. Pensez, si vous changez vos toitures, à poser un film plastique. Pourquoi? Parce que c'est les films plastiques pour mise hors d'eau. Si un jour il y a une petite tornade ou un gros coup de vent, vous avez une ardoise qui tombe et que vous avez une infiltration, au lieu de venir pourrir votre placo que vous avez rénové avec soin et avec amour juste en dessous et que vous allez vous retrouver avec une énorme auréole d'humidité, eh bien, la goutte, elle va glisser le long du film plastique et s'évacuer dans les gouttières. Donc ça, c'est un point important. La toiture, vraiment très, très important. Ensuite, on va regarder les fissures en façade. Fissures en façade, pourquoi? Parce que là, on va taper sur des problèmes structurels. Les problèmes structurels, ça coûte une blinde. On peut avoir du coup des problèmes de plancher. S'il prend le plancher, s'écroule un peu, ça va des problèmes de façade. On va avoir aussi les problèmes de glissement de terrain. Alors oui, dans les diagnostics énergétiques, normalement, on le voit, notamment avec les études de sol. Mais vous allez quand même le ressentir sur place. Est-ce que vous voyez que le terrain, il est comme ça, comme ça? Regardez toujours les fissures. Si une fissure vous stresse, vous avez simplement à demander, que ce soit à l'agent immobilier ou au vendeur, qu'il fasse une petite étude pour avoir un petit dossier, en fait, tout simplement. Moi, c'est aussi comme ça que je faisais dans mon ancien boulot. En fait, on ne prend pas de risque. Ça, tout ce que je suis en train de vous raconter, ça a un impact énorme sur votre portefeuille. Donc, si vous vous lancez sur un achat immobilier de 300 000 balles et que derrière, vous dites, il y a une fissure, ouais, je suis pas sûre, et que là, pendant quelques nuits, pendant 3 semaines, je sais pas, un mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, vous ne dormez pas, c'est l'enfer. Et l'idée, c'est que l'investissement immobilier, ça va venir augmenter votre dose de bonheur avec votre dose de revenus en plus, mais certainement pas vous empêcher de dormir la nuit. Donc, dans ces moments-là, eh bien, vous demandez des devis ou vous demandez des confirmations écrites comme quoi il n'y a pas d'impact. Alors oui, il y a des fissures, des petites fissures classiques qu'on peut avoir sur du crépi, parce que du bâtiment, une maison, ça vit, ça bouge un petit peu, il y en a. Mais quand vous avez une grosse fissure où vous vous dites, ah ouais, là c'est quand même chaud, n'hésitez pas et allez demander une vérification. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ensuite, d'extérieur vraiment classique comme ça. Donc, on a dit la toiture, la façade. On va avoir la cave. Les caves, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est des zones dites un peu humides. Et en plus, on est quand même sur le dessous de la maison. Autant la toiture, c'est le toit sur la tête, c'est important. Mais le dessous, c'est quand même important aussi. Donc, pour vous le dire, les caves, il faut que vous regardiez, est-ce que c'est sain? Est-ce que l'air est sain? Est-ce que c'est pas trop humide? Parce que vous pouvez avoir des remontées capillaires. Donc, les remontées capillaires, souvent, ça peut être, par exemple, un peu poreux, blanc, ce genre de choses-là. C'est un peu humide et en même temps, ça se voit à l'œil. Regardez sur Google les remontées capillaires. Et dans ces moments-là, eh bien, il va falloir traiter la cave. Moi, j'ai eu, par exemple, un sujet...
pas eu de chance d'ailleurs sur ce bien. J'ai eu les nappes phréatiques qui sont remontées dans ma cave. Comme par hasard, les voisins n'ont rien eu, mais moi, si. Donc, dans ces moments-là, ça se traite, puisqu'il faut que vous ayez en tête une chose, l'eau, c'est le seul élément qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il faut mettre en place des choses. Est-ce que la cave, elle est ventilée? Est-ce qu'il y a des VMC? Moi, j'aime bien, par exemple, transformer les caves en buanderie. Mais bon, si on met de l'élec, si on met ce genre de choses-là et qu'on la transforme un peu en zone de vie, il faut quand même qu'il y ait de la ventilation. Donc, n'hésitez pas à intégrer une VMC. Voilà, ça, c'est des petits éléments que vous allez avoir en plus. VMC dans les maisons aussi. Là, vous rentrez dans un appart. Première chose que vous regardez, bon, vous avez le premier point esthétique classique, je dirais. Ensuite, vous regardez les VMC. Est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? La plupart du temps, si elles ne fonctionnent pas, ça va se voir, hein. Vous allez avoir des taches d'humidité avec des petits champignons de moisissure. Bon, ça se règle. Il faut voir si la VMC, elle est en bon état, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'il y a un détalonnage de porte? Pareil, regardez les portes chez vous. Il faut que l'air passe. Si l'air ne circule pas, on a un sujet. Pareil, regardez les fenêtres. Est-ce qu'on est, ça c'est un autre point extrêmement coûteux, est-ce qu'on est sur des fenêtres en vitrage simple ou en vitrage double? Ça se voit maintenant. Vous allez travailler votre œil de toute façon avec les visites, hein. Mais c'est un point important parce que les fenêtres, ça peut être, si vous êtes en copropriété, c'est à voter. Voilà. Si vous êtes en classique ou bien en copro, est-ce que vous êtes dans un secteur sauvegardé? Ça, vous allez le demander notamment à l'agent immobilier ou bien à votre notaire quand vous allez signer. Secteur sauvegardé, MH égale monument historique. Là, on peut vous demander des fenêtres en bois. Autant vous dire que les fenêtres en bois versus des fenêtres PVC, vous triplez le prix. Et alors, si en plus elles sont sur mesure, c'est encore pire. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut absolument regarder. Moi, je vous invite fortement à ne jamais vous déplacer en visite si vous êtes à peu près sûr. Pour vous dire comment je fonctionne, c'est que moi, j'ai mon annonce qui tombe. Je fais ma première petite analyse et je regarde la zone, les prix, etc., ce que je peux en faire. Si mes premiers voyants sont au vert, je ne me déplace jamais sans avoir contacté un artisan. Ok, j'ai besoin d'un œil expert. Il y a des choses que je ne peux pas voir toute seule. Et il faut vous dire, notamment en plus en 2023, que les prix du bâtiment augmentent de façon assez conséquente. Que ce soit même sur du cuivre, sur de l'électricité. Pour vous dire qu'il y a plein de sociétés, même notamment sur Paris. Vous savez, on a les petites camionnettes avec écrit électricien où ils ont retiré leurs écritures sur la voiture parce qu'ils se faisaient cambrioler la camionnette pour se faire voler les fils en cuivre, tellement ça devenu cher. Donc, les travaux augmentent très vite. Là, on va avoir sur de la rénovation, je dirais, assez conséquente. On est souvent sur du 1000 euros au mètre carré en ce moment. C'est ce qui se fait pas mal. Moi, je le vois j'ai des coachings tous les jours sur les travaux et je peux vous dire que c'est ce qui se pratique beaucoup. Après, bien sûr, si vous avez juste une cuisine à refaire ou une salle de bain à refaire, ça va dépendre. Est-ce qu'il faut tout refaire en venant péter le carrelage et en recarrelant tout? Parce que là, du coup, on est sur du coût homme. Et en fait, c'est la main-d'œuvre qui coûte en plus excessivement cher. Donc, pensez à ça. Pareil, autre point ultra important quand vous êtes en visite, ne vous emballez pas à me dire ouais, la cuisine elle est à gauche, mais en fait je déplace tout, je la mets à droite, je bouge mes trucs. Non, en fait il y a une chose auquel vous devez penser qui est important, c'est les évacuations. Ok, les évacs, ça ne se bouge pas comme ça. Et à la limite, si vous êtes dans je sais pas, en province, vous achetez une maison pour faire une coloc, peu importe, et que là la maison est à vous, vous pouvez créer des dalles de faux plafond et faire passer les évacuations dans les faux plafonds. Souvent, quand on a une cave et des faux plafonds, on peut faire passer un petit peu comme on veut et redispatcher. Et moi, je le fais comme ça et c'est très bien. Par contre, si vous êtes en copro, vous n'allez pas aller toquer chez le voisin en vous demandant de vous raccorder sur ces évacs pour brancher vos toilettes à gauche alors que elles étaient à droite. Non, ça marche pas comme ça. Donc, faites attention aussi à la faisabilité du projet. C'est pour ça que je vous invite à demander à une entreprise travaux de vous accompagner. Si vous n'avez pas d'entreprise travaux disponible, demandez à un courtier en travaux. Eux, ils ont beaucoup plus une casquette de commercial. Donc, bien entendu, le budget pourrait être un peu plus conséquent. Mais néanmoins, ils vont quand même pouvoir être disponibles la plupart du temps un peu plus rapidement. Et vous aurez quand même une première enveloppe budgétaire. Si vous avez 20 000 euros dans votre tête et que lui, il vous dit 80 000, bon, il y a un sujet. Et le business plan, il va peut-être être pas terrible. Donc, il va quand même falloir prendre ça en tête. Là, tu as en partie, j'ai surveillé les questions, je vais les afficher après. Tu as en partie répondu aux questions que je voulais poser juste après. Est-ce qu'il faut mieux
trouver l'entreprise qui va nous accompagner dès les visites et tout de suite se positionner avec un expert dans les matières et ne pas dire qu'on va aller solo et on va essayer de gérer au tout cas dès les débuts toute seule. Tu conseilles tout de suite avoir quelqu'un qui va se déplacer avec toi? Honnêtement, oui, moi je préfère. En plus, enfin moi je donne beaucoup de contacts là-dessus. On a des partenariats et je trouve que c'est mieux. Alors, bien entendu, il y a deux poids, deux mesures. Si c'est juste faire un coup de peinture dans le salon et que vous voyez bien que c'est très sain sur les photos qu'on peut vous transmettre et qu'il n'y a pas de travaux, c'est juste que vous voulez un mur de telle couleur, bon, j'ai envie de vous dire, vous pouvez très bien acheter de la peinture et puis faire un truc clean et ça vous coûtera moins cher. Maintenant, si vous vous posez des questions sur les fenêtres, les évacs, la salle de bain, là, la VMC, j'ai un sujet. Moi, je préfère que vous vous fassiez accompagner dès le début. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Je pense que vous, comme moi, on a une vie, on a un job. Là, je pense qu'il y a énormément de femmes qui sont connectées ici. Vous avez peut-être aussi des enfants. Et en fait, de se déplacer et de passer notre live sur chantier en disant celui-là, il est pas mal, tiens, je vais peut-être programmer. Du coup, il faut que je contacte je ne sais pas combien d'entreprises pour avoir potentiellement quelqu'un qui se déplace. Bah, ok, est-ce que la personne va pouvoir se déplacer? En attendant, il y a peut-être une autre personne qui va se dire, elle, qu'elle est venue sur chantier avec un entrepreneur, elle va faire une offre avant vous, et en fait, vous, ça va faire fiou, hop, finish, et le bien sera vendu. Il faut vous dire qu'une bonne opportunité reste très peu de temps sur le marché. Moi, la plupart du temps, je les ai eues en off-market. Je recevais les offres le matin. Le midi, j'avais fait mon business plan, j'étais OK. Le soir, j'avais une entreprise travaux qui passait pour chiffrer. Si jamais vous êtes peu à l'aise et que c'est un peu plus loin pour vous, n'hésitez pas à appeler des entreprises travaux, à vous les faire recommander, c'est quand même plus sympa. Et surtout, à les faire intervenir même à distance. Demandez à l'agent immobilier. Alors là-dessus, je dirais, bon, il y a deux versions, parce que les agents immobiliers, ils peuvent faire aussi intervenir des gens et pour faire chiffrer des travaux plus faibles. Le truc, c'est qu'en réalité, la société de travaux n'a aucun intérêt à vous faire chiffrer les travaux moins élevés, puisque vous allez avoir un rattrapage derrière. Pour la banque, vous allez être en galère. Donc, bon, moi, je vous conseille vraiment, déplacez-vous, prenez une entreprise travaux et prenez une entreprise travaux tout corps d'État. Tout corps d'État, Yes, tu pourquoi? rentres dans les prochains sujets qui on va bien discuter en fait comment sélectionner son entreprise avec qui on va faire des travaux. Ouais. Alors déjà, souvent j'ai la question, est-ce que je prends un plombier, un carreleur, un électricien ou est-ce que je prends quelqu'un qui fait tout? Je reviens à nouveau sur votre temps. Vous avez autre chose à faire que de gérer le chantier, à dire, ok, bon, l'électricien, il a passé ses câbles, parce que comment ça se passe? En gros, vous avez un mur qui est nu, ou des briques par exemple, on va poser des rails, d'accord? Donc ça va être rail, ça s'appelle railler. Ensuite, il y a l'électricien qui vient poser tous ces petits fils là, il fait tous ces petits raccords. Et ensuite, vous allez avoir l'isolation qui va être mise, par exemple laine de verre, laine de roche ou autre chose. Et le plaquiste, paf, il va coller sur les fameux rails. C'est pour ça que ça tient. Ok, là, l'électricien, il va faire ses petits trous. Souvent, il a une petite machine qui fait des trous comme ça pour vous créer les prises. D'accord. Si vous prenez des gars différents qui ne sont pas dans la même équipe, ça va être à vous de dire ok, le plaquiste, il est bon, l'électricien, tu peux revenir faire les trous pour ça, et l'appareillage. Et en fait, c'est un enfer. Donc, si vous prenez une entreprise tout corps d'État, au moins, eh bien, vous avez souvent un chef d'équipe, c'est lui qui drive, et c'est beaucoup plus simple. Mhm. Je rebondis sur ta question. Comment trouver une entreprise clean? C'est vrai qu'on n'a pas tous ça dans la poche. Vous n'avez pas forcément euh, les connaissances. Ça se trouve, vous connaissez pas les gens sur place. Si vous investissez à distance, on ne sait pas. Donc déjà, moi, je vous invite quand même à essayer de l'avoir par bouche à oreille. C'est quand même le premier truc ou par recommandation. Donc ça, c'est premier point. Ensuite, donc deux, regardez le cabis. C'est interdit. Encore hier matin, et pourtant les gens le savent, mais j'ai j'ai pris la tête à mon propre père parce qu'il a osé ne pas regarder toutes les informations et il a mal dormi la nuit parce que justement, il ne savait pas s'il n'allait pas avoir un problème avec l'entreprise. Et ça, c'est un enfer. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut bien dormir la nuit. Donc, on regarde le cabis. Est-ce que l'entreprise existe? C'est tout bête. En l'occurrence, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'a pas été radiée? D'accord. Et là, vous allez avoir quelques petites informations déjà dessus. Deuxième point, quel est le code APE de l'entreprise?
d'accord? Si vous prenez une entreprise pour refaire la toiture et que l'entreprise a des déclarations pour des travaux de peinture, vous allez très certainement avoir de gros problèmes en termes d'assurance. Pourquoi? Parce qu'elle va être assurée pour de la peinture. Vous l'utilisez pour de la toiture. OK, il y a une grosse galère. Vous allez vous retourner contre l'assurance pour justement prendre le relais pour les malfaçons. Et l'assurance, elle va vous dire non, non, on n'est pas assuré pour ça. Et vous l'avez et bah, dans le baba. Donc, c'est trop bête. Donc, faites attention à ce genre de petits éléments. Ensuite, on parlait d'assurance. Allez demander l'assurance décennale. Alors, pareil, l'assurance décennale, il faut savoir que pour un entrepreneur, ça coûte cher. Donc, ils ne la prennent pas tous. Si vous allez sur un auto-entrepreneur, souvent, ils n'en ont pas. Ils vont avoir l'assurance de responsabilité civile, la RC Pro. Si vous pouvez déjà la récupérer, c'est quand même déjà pas mal, voir ce pourquoi il est assuré. Quand vous allez sur des entreprises un peu plus calées, je dirais plus clean, elles ont des assurances décennales. L'assurance décennale, c'est quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, vos travaux sont couverts par l'assurance. Et vous allez du coup voir sur cette assurance ce pourquoi l'entreprise s'est bien assurée. Donc là, on revient sur mes travaux de toiture, plomberie, etc. Moi, je me suis déjà retrouvée avec un plombier qui avait une assurance de carrelage. C'est pas terrible quand même. Donc, vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent vous attirer un petit peu l'œil sur les problématiques avec ces entreprises-là. Ensuite, si on veut vraiment pousser, vous avez la possibilité, mais bon, c'est vraiment, voilà, la possibilité de demander l'attestation de vigilance URSSAF. En gros, si l'entreprise a des salariés, elle est censée avoir cette attestation-là. C'est comme quoi elle paye bien ses cotisations. Une entreprise qui ne paye pas ses cotisations URSSAF, moi, à votre place, je fuis. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle va bientôt passer en liquidation judiciaire. Donc, attention à ce genre d'éléments-là. Et bien sûr, vous pouvez demander des attestations si c'est un électricien. Est-ce qu'il a bien les labels et les de diplômes, hein, tout simplement. Bon, voilà. Là, je dirais que c'est des trucs en plus. Moi, personnellement, je regarde déjà sur Google les avis aussi. Bah, c'est tout bête, mais les gens pas contents, la plupart du temps aussi, ils le mettent en avant. Le CABIS, le code APE et l'attestation d'assurance. Déjà, si vous avez ces premiers points-là, c'est, je dirais, quand même une bonne chose. Notamment, je dirais, appui, c'est sur le devis. Quand vous allez recevoir le devis, il faut savoir qu'il est absolument interdit pour une entreprise de travaux de vous mettre une ligne rénovation chantier avec votre adresse sans détail, en mettant rénovation salle de bain et en mettant le prix. Ils sont obligés de détailler normalement poste par poste pour que le devis soit légalement valable. C'est la protection du consommateur. Donc, regardez ce genre de choses-là. Et en même temps, ayez en tête aussi qu'une entreprise travaux, si vous allez sur des auto-entrepreneurs, eh bien, on n'est pas tous fait pareil. Ça veut dire qu'un gars qui est bon avec ses mains, il peut être très mauvais sur les devis. La plupart du temps, vous allez avoir des devis avec des fautes. Oui, il y en a énormément. Mais en réalité, ce que vous voulez, c'est que vos chantiers soient bien faits. S'il nous fait un devis moche, bon, bah voilà, ça vous fait pleurer des yeux, mais c'est pas grave. J'en ai eu énormément comme ça qui m'ont fait de très bons chantiers, mais les devis étaient ignobles et voilà, c'est comme ça. Donc ne vous formalisez pas non plus là-dessus sur les fautes d'orthographe, on n'est pas tous fait pareil. Est-ce qu'à ton avis, comme tu commences à demander toute cette information, comment dire, ça a bien reçu par les entreprises en face? Ou est-ce qu'ils vont être un peu frileux, des oula, là, celui-là est en train de me... T'es pas obligé de le dire. Regardez le cabis et aller faire tes propres. Il y a beaucoup de femmes ici. Hein. Je pense qu'on est très très doués sur les réseaux pour aller fouiner et mener des enquêtes. Hein. Donc allez regarder. Moi je sais que j'avais une entreprise travaux où je l'avais même appelée. Je lui avais dit écoutez, je stresse un peu parce que sur internet vous êtes déclaré comme mort. et donc, bah, en fait, c'était pas lui. Bon, c'était un cousin éloigné qui avait le même nom. C'était une entreprise de l'Est. Bon, et en fait, il a été génial et on a dealé pendant 3 ans. Il a fait tous mes travaux et c'était un bonheur. Donc, allez fouiner. Vous n'êtes pas obligé de demander une attestation d'assurance. C'est classique, en fait. Il n'y a rien de trop important, quoi. D'aller regarder vous-même si l'entreprise, elle existe, c'est classique. Le devis, regardez les mentions obligatoires. Est-ce qu'il y a bien écrit le numéro d'enregistrement de la société? C'est des trucs vraiment bateaux. Regardez aussi, moi j'en ai qui facturent ou qui facturent pas de la TVA. Ça peut être assez bancal, par exemple, de temps en temps. Il y a des choses qui se facturent à 20%, il y a des choses qui se facturent à 10%. Bon,
c'est des choses qui vont vous montrer aussi le sérieux de l'entreprise qui est en face. Donc, je dirais que là, je vous donne un max d'informations. Ça peut paraître énorme et flippant. Ça ne l'est pas. C'est juste que il y a des choses que vous allez prendre au fur et à mesure et c'est des petites habitudes. Oui, bah, quand j'ai une entreprise qui me contacte, et moi, pareil, hein, dans mon organisme de formation pro, on fait des partenariats avec des pros, mais nous, ils passent à la moulinette. Ça veut dire qu'on leur demande tous les docs, on fait des vraies due diligence, on leur demande toutes les habilitations. Est-ce qu'ils existent vraiment? On va même vérifier la solvabilité de l'entreprise. Est-ce que demain, ils vont pas couler? Donc, et malheureusement, malgré tout ça, ben, moi, je me suis déjà fait avoir aussi, parce que c'est le jeu, et il y a des choses que je vérifiais pas au début, et c'est aussi pour ça que je vous transmets ça maintenant, c'est de l'expérience en réalité. Ma première expérience travaux, je me suis retrouvée avec une boîte où j'avais versé trop d'acompte. La plupart du temps, vous donnez 30% d'acompte au début, et pas plus, attention. J'avais versé trop d'acompte, je me suis retrouvée avec un constat d'huissier qui faisait 70 pages, tellement j'avais eu des malfaçons. C'était compliqué. Bon, bah, je me suis fait avoir. Ça m'a servi d'expérience et c'est la vie, quoi. Donc, voilà un petit peu pour le côté entreprise travaux. Et je dirais aussi, faites attention à un point, c'est le feeling. Moi, je pense que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous sentez dès le début qu'il y a un truc louche, pareil, vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas bien. Les travaux, ça peut être long. Si c'est des travaux de peinture qui prennent une semaine, ça va. Si c'est des travaux qui durent 6 mois, 8 mois, et que vous n'êtes pas sereine, compliqué, hein. Et j'ai oublié un élément ultra important. Sur vos devis, s'il vous plaît, à tous, à toutes, mettez des dates. D'accord? Même si c'est une date qui vous paraît éloignée. Et en plus, c'est un peu compliqué en ce moment parce que comme les prix bougent beaucoup, là où, pour vous dire, hein, il y a quelques années, on pouvait avoir un devis valable 3 mois. Maintenant, quand vous avez des devis valables 2-3 semaines, déjà, c'est pas mal. Mais mettez quand même des dates quand vous avez signé le devis par rapport à la mise en place du chantier. Donc, avec un démarrage approximatif et une fin approximative. Vous pouvez même détailler dessus, hein, même écrire dessus, fin approximative entre telle date et telle date. Pourquoi? Parce que si jamais un jour vous avez une cacahuète, ça se passe mal, et que vous êtes obligé de prendre une avocate, eh bien, elle va avoir besoin d'une date. Si vous n'avez pas mis de date, ça veut dire qu'il va faire une sommation, de finir les travaux, de demander une date. Et en fait, vous allez perdre du temps et ça prêche pas pour vous, quoi. Donc, ça ne coûte rien. Si l'entreprise travaux n'est pas OK, il y en a qui sont pas OK parce qu'ils savent que de toute façon, les travaux, c'est toujours en retard. Même si vous mettez une date à 4 mois de décalage et vous lui dites, bon, ça va, je te laisse 4 mois en rab, s'il veut pas, c'est quand même pas terrible. Si de base, vous avez 3 mois et que vous lui dites, je vous rajoute 4 mois de rab et qu'il vous dit non, dites, mais attendez, vous comptez finir Je pose avant des questions, ouais. voilà, donc c'est des petites questions qu'il faut vous poser, mais la date c'est important. Est-ce que tu peux nous positionner au niveau des timelines, en fait, à partir des recherches des biens, recherche des entreprises travaux, offres, devis, signatures, etc. Dans quel ordre il faut mieux que ça se passe, même si c'est pas toujours idéal, mais pour se situer par rapport à ce processus d'achat et démarrage des travaux? Ok. Bah, je vais vous prendre un exemple avec moi, ça va être plus simple. Comment je fonctionne? Alors, donc, un bien classique, je vais me positionner, je vais commencer à faire mes petites recherches. Je vais vraiment prendre tout le process, hein. Je fais mes petites recherches, je ne me bloque pas. Déjà, il faut que j'ai défini ma stratégie. Est-ce que je vais plutôt sur de l'immeuble de rapport, de la location saisonnière, de la coloc? Donc, selon ces profils-là, je vais cibler certaines villes, puisqu'elles n'ont pas toutes la même attractivité et les points d'intérêt qui vont correspondre à une stratégie. Ensuite, je vais commencer à faire mes recherches. Donc, là, moi, je fais des tableaux de recherche, tout simplement, selon mes opportunités. Il faut vous dire que le bien parfait n'existe pas, la stratégie parfaite existe pas forcément. Et la plupart du temps, un bon investisseur va s'adapter plutôt à l'opportunité qui va arriver devant son nez qu'en étant obtus en disant je veux uniquement la location saisonnière dans celle vide, celle vide, celle vide, celle vide. Parce que le problème, c'est que le temps passe vite et malheureusement, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas avancer. Donc voilà, on essaye de se faire ces petites villes selon ces stratégies. Ok. Ensuite, on commence à regarder, on recherche. Là, boum, j'ai une ville qui me plaît bien, une annonce qui me plaît bien. D'accord. Je vais commencer à cibler sur la ville. Donc là, je vais faire une étude de marché. Jamais vous ne faites d'investissement sans avoir fait d'étude de marché. C'est proscrit. Ok.
que ce soit une grande ville ou une petite ville. Là, on va prendre je sais pas, une ville de 30 000 habitants, par exemple, parce qu'il n'y a pas que les grandes villes qui sont rentables. Donc, 30 000 habitants, on fait l'étude de marché. Donc là, ça va être, vous pouvez aller sur l'internaute, quel quartier, l'INSEE, ce genre d'infos-là, pour avoir des données, par exemple, le taux de chômage, le taux de ménage. Est-ce que vous avez beaucoup plus d'étudiants dans cette ville ou bien des jeunes couples ou bien des retraités? Dans une ville où il n'y a que des retraités, si vous vous faites de la coloc étudiante, on va avoir un sujet. Si vous faites pour des retraités des studios, bon, c'est pas forcément l'idéal, ils ont envie d'un peu de confort. Donc il faut quand même avoir, je dirais, une certaine cohérence dans ce que vous faites. Donc ça va être le premier point de ciblage. Ensuite, je vais aller regarder aussi toutes les commodités en termes de transport. Où sont les points d'intérêt de transport? Où sont les gares, les bus, les lignes directes de train? Voilà, tout cet axe routier. Est-ce qu'il y a un accès à une autoroute, à un endroit qui peut être intéressant? Voilà. Ensuite, je regarde les commodités en termes de santé. Pourquoi? Parce qu'une ville où il y a un pôle santé qui est existant est une ville qui attire du monde. Un pôle santé qui est mort, vous n'avez pas les jeunes couples qui vont s'installer. Pourquoi? Parce que souvent, ils vont avoir des enfants. Quand ils ont des enfants, ils ont besoin d'avoir une proximité avec un hôpital, une clinique, un pôle santé. C'est rassurant. Notamment également pour les personnes âgées. Ouais, je voulais ajouter pour les personnes âgées, c'est les premières choses. C'est important. C'est important. Ça vous donne vraiment une idée quand même sur la ville. Donc moi, quand il y a un peu de santé, ça me rassure. Est-ce qu'il y a des écoles? Voilà, est-ce qu'il y a un petit pôle commerçant? Est-ce qu'il y a des attractivités, des commodités, quoi? C'est important. Donc là, vous commencez à faire un peu votre mapping, hein, avec les gares, les points d'intérêt. Ensuite, on va cibler avec les quartiers. Les quartiers, quels vont être les bons et les mauvais. Au sein d'une même ville, vous savez très bien qu'il y a toujours des bons quartiers et des mauvais quartiers. Et donc là, il faut que vous en ayez conscience. Tapez tout simplement le nom de la ville et allez regarder dans Actualité. Si vous voyez quartier coup de couteau hier, bon, vous avez compris que déjà, vous pouvez vous faire un petit peu une idée. Et souvent, notamment, je crois que c'est dans l'internaute et dans quel quartier d'ailleurs, les sites internet, vous pouvez trier et avoir une idée. Ok, bah, il y a la zone nord, il y a la zone, je sais pas, zone du pigeonnier, zone rouge, j'en sais rien. Et en fait, vous avez déjà une idée dans cette ville où est-ce que vous devez acheter, pas acheter. Alors, je ne dis pas que les quartiers un tout petit peu plus sensibles sont mauvais. Il y a l'État peut injecter de l'argent dans certains cœurs de ville et redynamiser le centre-ville. Et par exemple, vous allez avoir un quartier qui n'était pas dingue avant, enfin, des villes, vous allez avoir notamment le département du 93. Souvent, ça avait une très mauvaise connotation. Bah, il y a des gens qui ont fait des plus-values énormes. Pourquoi? Parce que ça a été réhabilité et que, en fait, c'est devenu plutôt bien à vivre, quoi. Donc regardez tout ça. Donc là, on commence à cibler un petit peu les quartiers, on se sent bien, on comprend tel axe, ok. Et on va pouvoir du coup finaliser un peu notre étude de marché avec le côté chiffré. Dans cette ville, quel va être le prix pour des chambres de coloc, pour un appartement T2, un studio. Et là, vous allez regarder sur des sites comme Le Bon Coin, hein, tout simplement. Vous allez avoir, moi je regarde sur Liglou, Ligl2O. Ça va être un truc qui compare un peu plein d'annonces, autant à l'achat qu'à la location d'ailleurs, se loger, ce genre de trucs-là, pour que vous puissiez avoir vraiment en tête, j'ai une chambre de coloc, par exemple j'ai vu une colocation telle ville, combien je peux la louer? Ne vous emballez pas, s'il vous plaît, je sais que ça fait du bien aux yeux la plupart du temps, mais on ne prend pas le chiffre le plus élevé. Car si l'annonce, elle est là et que c'est le chiffre le plus élevé, elle est potentiellement là depuis longtemps, pardon, et en fait, elle est vacante et elle n'a pas été louée depuis X mois car elle est trop chère. J'ai plein de gens qui me font des business plans avec des chiffres beaucoup trop élevés. Également, truc important, quand vous regardez les loyers, faites la distinction. Est-ce que c'est un loyer charge comprise ou pas? Parce qu'un loyer hors charge, c'est quand même pas la même chose. Si vous avez, par exemple, moi j'ai des colocs avec 80 euros de charge, bah, c'est 80 euros de charge. Donc ça ne va pas dans ma poche en termes de revenus. Ouais. Donc là, on a fait notre petite étude et je me dis, ok, la ville, elle est bien, elle me plaît. En termes de chiffres, mon business plan, il est ok. Ça, c'est mon premier one-shot. Et là, donc, on va tabler un peu plus sur l'annonce, les travaux. Je me dis, ok, la personne, elle me dit,
travaux de rénovation à prévoir. Je vais regarder les photos et là, je vais déjà directement voir est-ce que la cuisine est totalement à reprendre, la salle de bain est à reprendre, les peintures sont à refaire, etc. Et là, je vais mettre, comme je vous ai dit, plus ou moins 1 000 euros du mètre et je vais pouvoir faire mon premier business plan avec je dirais une première petite idée. Ouais, fourchette Ouais, extra large. J'imagine pour les travaux, à la limite, très pessimiste. tout à fait. Oh, oui, oui, bien sûr, il faut toujours chiffrer au-dessus. Et déjà, vous allez voir dans votre business plan parce que si vous êtes déjà avec une fourchette large en négatif complet, bon, on sait qu'on n'y va pas, ça sert à rien de passer son temps à harceler la personne au téléphone et à faire des visites pour rien. Si on se dit, bon, on va affiner et on va aller gratter un peu plus, là, eh bien, moi, je vais appeler des entreprises travaux, comme je vous ai dit, hein, je regarde sur Google ceux qui ont les bons avis, j'appelle dans le coin ou autre. Voilà, je gratte et je vais faire peut-être des erreurs, moins d'erreurs. Si je trouve pas, bah, j'appelle des courtiers en crédit. Comme ça, au moins, courtier en crédit, courtier en travaux, pardon. Comme ça, au moins, ils se déplacent. Là, je leur dis, OK, vous êtes dispo quand en urgence? Là, il me faut visiter le bien. Soit la personne peut y aller sans moi, soit j'y vais avec. Ça dépend. Je dirais que si c'est votre premier investissement, allez-y. Parce que ça va vous rassurer. C'est important. Et vous allez vous habituer. Il faut habituer l'œil en même temps. Au fur et à mesure du temps, moi, je faisais tout à distance. Je signais même les compromis sans me déplacer. Donc, ça vient avec le temps. Là, OK, j'ai l'entreprise travaux directement sur place où je vais lui dire à la fin de la visite, OK, écoute, moi, il me faut un estimatif à la louche. Parce qu'ils font ça un peu tous les jours, hein, donc ils ont l'habitude quand même. Estimatif pardon, à la louche pour que je puisse réaffiner encore mon business plan. D'accord? Donc j'ai ma petite liste. Le business plan, ça peut paraître casse-pied comme terme. C'est juste les entrées, les sorties. OK? Qu'est-ce qui rentre dans votre poche? Donc tous les loyers. Qu'est-ce qui sort de votre poche? Donc là, si vous mettez les loyers, par exemple, charges comprises, en dessous, vous allez mettre les legs, peut-être l'eau, selon si vous passez en coloc, si c'est vous qui portez le contrat des legs ou pas. La taxe foncière, l'assurance PNO, la CFE, ce genre de petites choses que vous allez mettre en plus. Et également, bien entendu, le crédit. Et donc là, bah, soit vous êtes en positif, soit vous êtes en négatif. Nous, dans ma formation, on donne directement les simulateurs, ça va beaucoup plus vite. J'aime bien mâcher le travail aux gens, comme ça, vous ne vous posez pas de questions. Donc ça, premier, donc le point, là, je lui dis, donne-moi à la louche une estime, je réaffine mon business plan, et là, je me dis direct, bon, OK, les chiffres sont plutôt pas mal, j'ai une renta sympa, donc là, je vais lui dire, OK, tu peux me faire le devis. Si je suis totalement à la rue et que je vois bien que de toute façon, je ne me positionnerai pas là-dessus parce que c'est pas rentable, ça ne sert à rien de faire travailler les autres pour rien. Donc dites-lui direct, ne fais pas le devis, ça sert à rien. Un devis pour une entreprise de travaux, c'est quand même assez contraignant. Déjà qu'il n'est pas sûr que vous dealiez avec lui, parce que vous pouvez faire venir d'autres entreprises. Si en plus vous le faites bosser pour rien, il va potentiellement pas se redéplacer la prochaine fois. Donc on essaye d'être sympa quand même avec les gens. Là, en l'occurrence, tout est OK, j'ai mon petit devis, tout se passe bien. Donc je vais dire, OK, c'est bon, on signe le compromis. Là, je sais que je vais signer mon compromis, par exemple, la semaine prochaine. Je n'attends pas d'avoir signé le compromis pour aller en banque. OK? Vous ne faites pas ces erreurs-là parce que vous perdez tous beaucoup trop de temps. Et le temps, surtout dans ces moments de marathon bancaire, c'est ultra important. Donc là, direct, j'appelle toutes les banques et je prends 1 milliard de rendez-vous bancaires. Mon dossier doit être préparé. Pareil, nous, on donne les formats de dossiers qui sont déjà préfaits pour avoir un dossier, une analyse de solvabilité. Donc, ça va être votre analyse à vous et l'analyse du bien. Comme ça, vous allez avoir un dossier bancaire en banque qui est prêt, qui est nickel, et vous rassurez le banquier, vous passez pour quelqu'un de professionnel. Donc, vous remontez un peu dans le haut du panier déjà. Ça augmente vos chances. Et donc là, bah, la banque, je lui dis, OK, bah, moi j'ai tant, je donne le devis travaux que j'aurais réceptionné au préalable. Même s'ils ne l'ont pas encore réceptionné, la banque peut quand même commencer à faire une préétude sans avoir l'intégralité des documents. Voilà, on essaye de, moi j'appelle ça travailler en temps masqué. C'est pour avancer au max. Là, hop, comme par magie, bon, c'est bon, on va avancer dans le process. J'ai mon crédit travaux, tout est OK. Deux possibilités en banque. Soit la banque vous fait un seul crédit package avec la maison et les travaux, donc vous avez une seule ligne. Soit vous avez deux lignes, une ligne pour la maison, une ligne pour les travaux. Vous pouvez avoir des différés différents, soit un différé pour l'intégralité du crédit. Différé, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans d'autres OK, on est bon. Donc, soit pour l'intégralité, soit pour les lignes de crédit. Et là, vous allez avoir plusieurs typologies de banques.
Par exemple, le Crédit Mutuel va verser les fonds des travaux sur votre compte bancaire. Enfin, non, ils vont payer directement l'entreprise travaux. La caisse d'épargne, par contre, elle va faire du décaissement directement sur votre compte et c'est vous qui allez payer l'entreprise travaux. Dans ces moments-là, par exemple, c'est ce qu'on peut avoir comme le petit hack, astuce que je vous donne là en direct. C'est que vous pouvez augmenter votre crédit travaux pour de 1, bah, les imprévus, potentiellement le mobilier, potentiellement une partie de l'apport. Et la banque, comme elle va vous redonner sur votre compte bancaire directement l'argent, eh bien, ça va vous permettre, vous, de redispatcher un peu les fonds comme vous voulez. Ça peut être bien pratique. Après, j'ai envie de vous dire, surtout en ce moment, on prend aussi les banques qui nous accordent des crédits, car c'est devenu un peu plus touchy. Donc là, j'ai mon crédit, ok, j'ai ma ligne de travaux, on avance dans le temps. Donc là, moi, je transmets tout au notaire. Le notaire rassemble tout ça. Moi, je fais le point avec l'entreprise. Je vais aller sur des sites type Cozy Casa, que je vous pousse à Google. Ça s'appelle K-O-Z-I-A-Z-A. Ça va vous permettre de faire des plans et c'est gratuit. Donc, vous allez pouvoir mettre vraiment les surfaces de l'appart. Je vous invite à. Vous pouvez refaire des visites de toute façon au fur et à mesure. Et là, vous allez positionner peut-être vos meubles. Est-ce que ça rentre pas? Vous faites un peu vos petits plans. Vous validez également avec l'entreprise travaux. Comme ça, c'est plus pratique. Eux, ils ont bien conscience d'une chose. Je vous invite fortement à cette période-là, si vous savez que vous allez signer le bien dans 3 semaines, par exemple, et que les travaux vont continuer directement, il faut que vous ayez en tête l'expérience user. C'est-à-dire que je rentre dans mon appartement, à quel endroit je veux mettre les prises, à quel endroit je veux mettre les interrupteurs. Parce que si l'entreprise travaux, ils sont pas dans votre tête, et si vous ne leur dites pas, ils vont pas le faire, ou alors ils vont le mettre à un endroit tout le temps improbable. Parce que parfois, ils se rendent pas compte que, non, on ne met pas une prise ou derrière la porte d'entrée, ce genre de truc-là. Donc, surtout, dites-leur, comme ça vous évitera de leur faire des reproches. Et également, si vous avez des trucs à sélectionner type carrelage, sélectionnez votre carrelage avant. Pourquoi? Parce que les carrelages, ça se commande. Et souvent, ça prend, je sais pas, 3-4 semaines à arriver. Donc, dès le début, c'est bien d'avoir fixé un prix, un tarif classique avec l'entreprise travaux. Vous sélectionnez votre carrelage. Il a le temps d'arriver. Les fenêtres sont hop, voilà. Parce que ça m'est déjà même arrivé, moi, hein, d'avoir le carrelage qui arrive 4 semaines plus tard. Le truc, c'est qu'on fait quoi? On va pas faire la peinture avant de faire le carrelage. Ouais. On peut pas faire la chose s'il n'y a pas ce genre d'éléments-là. Et j'ai aussi des gens qui disent au dernier moment, ah bah non, on avait fixé du 20 € du mètre. En fait, moi, je veux 45 € du mètre. Ouais, mais par contre, j'ai pas envie de payer plus cher. Ah bah oui, mais là, du coup, tu peux pas râler sur l'entreprise travaux puisque c'est de ta faute. Donc voilà, essayez d'avoir anticipé vraiment au maximum. Vous avez des petits plans, vous anticipez avec l'entreprise travaux, vous fixez une date de démarrage et c'est parti. Là, comment on va essayer de suivre au maximum? Je suppose que c'est ta question d'après. Les travaux, puisque on va passer chez le notaire, les prêts vont être décaissés, vous êtes propriétaire et félicitations. Et là, donc, on va démarrer les travaux. Vous fixez, vous donnez jamais plus de 30% d'acompte dès le début. C'est un peu la norme, c'est ce qui se fait. Et à la fin, on garde toujours 5%. Les 5%, c'est pour la levée des réserves. Pourquoi? Donc là, je vais essayer de le faire en cours parce que ça doit finir à 30. Yes. Le démarrage du chantier. Donc là, tout comme je vous ai dit, tout doit être un peu ficelé avant. Essayez d'y aller safe d'esprit. C'est pas je ne sais plus, je ne sais pas, qu'est-ce que je mets là, comment ça. Non, il faut que ça soit simple pour vous, simple pour les gars que vous avez en face. Dites-vous bien aussi, c'est que les entreprises travaux, c'est pas non plus des CSP++. Donc essayez de leur parler simplement en fait. Je veux ce mur-là en gris, je veux ça en gris, je veux ça comme ça. Là, le carrelage ici, comme ça. C'est facile. Moi, je vais carrément imprimer les plans que j'ai fait sur Cozy Casa que je colle partout. Un peu en mode réunion de chantier, comme dans mon ancienne vie, j'ai pu faire beaucoup de réunions de chantier. Je les colle partout, comme ça, les gars ne peuvent pas se poser de questions. Tout est prévu à l'avance. Ok. Et là, moi, je vous invite à aller. Ça va dépendre de la confiance avec l'entreprise. Soit ça match très bien et la personne vous envoie des photos, demandez des photos toutes les semaines pour suivre l'avancée du chantier. C'est important. Si vous voyez qu'il y a un petit décalage et qu'il commence à y prendre du retard et que c'est pas bon, faut vous déplacer. Je sais, c'est casse-pied, oui. Mais moi, ça m'est arrivé. J'ai investi à 2 heures de chez moi et toutes les semaines, je devais me taper
les allers-retours parce que les gars n'avançaient pas et qu'en fait, si vous vous déplacez pas, malheureusement, il peut se passer Je beaucoup de choses. déteste absolument de te couper, mais il y a deux grands sujets dont Ouais, je suis discuter encore. Et là, tu avances déjà dans les suivis des chantiers. Avant qu'on touche les suivis des chantiers, surtout les suivis des chantiers à distance, on va en parler. Je te propose de revenir un peu sur les financements des travaux. C'est là où on peut avoir pas mal de questions. On traite ces sujets-là et on va aller vers, OK, une fois qu'il est signé, on commence les travaux, comment on suit. Pour les financements des travaux, ça, c'est les sujets un peu touchy, on n'a pas d'habitude à faire, etc. D'ailleurs, je vous propose, tous qui sont en live avec nous, de poser vos questions si vous avez sur les financements des travaux. Déjà, dans quel niveau de détail il faut aller dans tous les devis pour obtenir ton crédit travaux? Est-ce que les crédits il est vraiment accordé sur les sommes totales qui sont notées dans les devis ou là, les manières de demander plus, etc. Comment ça se passe exactement avec les banques? alors, je dirais il faut que ça soit quand même simple et efficace. Et ça va dépendre de la somme que vous demandez. Si vous demandez 35 000 euros de travaux et qu'il est ultra détaillé et qu'il y a des trucs un peu haut de gamme ou autre, ok, à la limite, pas de sujet. Si vous demandez énormément de travaux, que là, vous mettez du détail et que vous poussez sur, je sais pas, du plan de travail en marbre avec des prix démesurés, etc., etc., ça peut être un peu un frein parfois. Mais encore une fois, les problèmes, c'est que problème, oui et non, les banquiers ne sont pas des gars du bâtiment, hein. Donc, eux, ils vont se dire, ils vont regarder le devis, est-ce que ça leur paraît cohérent? Oui, non. Si ils ont quelques doutes, ils vont avoir un service conformité. Ils basculent le devis au service conformité selon le prix des travaux. Moi, j'ai par exemple une maison, j'avais 125 000 de maison, 125 000 de travaux. C'est basculé au service conformité. Et là, ils peuvent même vous demander de demander l'attestation d'assurance de la société parce que même eux, ils veulent être rassurés pour ce montant de travaux-là qui vont être que ça va être payé, quoi. Parce que si vous faites pas les travaux, qu'ils vous donnent un crédit et que au final tout plante, mais si vous vous allez même pas pouvoir revendre le bien pour rembourser le crédit. Eux, ils vont se retrouver dans la galère, ça va être compliqué. S'il y a une hypothèque, ils pourront même pas revendre pour couvrir. Donc voilà, il faut se mettre à la place de la banque. Je dirais qu'en niveau de détail, moi, j'ai jamais eu vraiment ce sujet-là. Il faut un devis classique qui vous convienne. Vous vous sentez à l'aise. Moi, j'ai pas eu forcément la référence des portes. Tu vois, c'est pas besoin. Je veux une porte de tant de centimètres. Est-ce qu'elle est pleine, pas pleine? Est-ce que c'est une porte on prend des portes coupe-feu? Alors, Là, oui, bien là sûr. tu réponds à la question. Ça a quand même les niveaux des détails assez précis si on va jusqu'à les portes, etc. Donc, c'est pas un devis salle des bains, salon, cuisine total. Par exemple, salle de C'est bain, plus les devis salle des bains et quand même quelques précisions. les salles de bain, ok, dedans, vous allez avoir toujours du démontage. La plupart du temps, ils vous comptent des frais de démontage. Ensuite, on va avoir en précision, c'est carrelage. Ils vont vous mettre carrelage. La taille, souvent, c'est la taille du carrelage. Vous voyez, par exemple, c'est des gros carreaux, des petits carreaux. Et vous allez avoir, bien entendu, le nombre de mètres carrés. On ne compte pas, si c'est sur une salle de bain où vous mettez les murs, on ne compte pas que les mètres carrés au sol. N'oubliez pas qu'il y a le volume avec. Ensuite, on va avoir, par exemple, la peinture. Peinture, il va vous mettre peinture blanche plus peut-être peinture anti-humidité. Ok, d'accord. Là, ils vous mettent pareil la surface. Placo, ok. N'oubliez pas dans une salle de bain, le placo doit être hydro. Donc, hydro, c'est le fameux placo bleu que vous avez peut-être déjà vu. Voilà, donc ça, il va vous le mettre sur le devis. Vous allez avoir la douche. Bon, moi, je vous invite à pas mettre de cabine de douche parce que souvent, ça tient très mal. Mais on va avoir le mitigeur, les WC, le meuble, le miroir, ce genre de truc. Il faut un minimum de détails. Le sèche-serviette, en plus. Voilà. Regardez, il faut qu'il y ait du détail, mais vous n'avez pas forcément besoin, pour la banque en tout cas, de la marque. Moi, je vous invite à la demander quand même, parce que si vous met un radiateur sèche-serviette le plus bas de gamme de chez Leroy Merlin contre un radiateur Acova, par exemple, qui est une bonne marque, vous pouvez avoir des petits niveaux, mais il y en a un qui va consommer je sais pas, en E et l'autre qui va être en B. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, moi, je le prends un peu en pleine face et je m'en rends compte. Le niveau de la petite note que vous avez sur vos éléments électriques, même un frigo ou autre, ça a un énorme impact sur votre consommation électrique. Et surtout avec la hausse de l'électricité en ce moment, faites attention à ça.
Donc, Mhm. voilà. Ok. Donc, je dirais, niveau de détail, il faut que ça reste cohérent. Ça doit être Voilà. compréhensible pour les banques, les grands types de travaux qu'on va faire et plus ou moins les ameublements que tu vas faire. Donc, OK, ça c'est clair. Est-ce que par contre, tu fais deux devis différentes, un pour les banques, pour les crédits travaux, et l'autre pour toi, où tu vas vraiment aller en détail parce que c'est important pour toi de préciser tous les travaux qu'ils vont faire beaucoup plus en détail avec les meublements, etc., ou tu te colles sur un seul devis chaque Ouais. fois? Dans ce cas-là, tu peux demander directement le devis détaillé. Ce qu'il faut vous dire, c'est que plus vous allez demander de détails, plus l'entreprise va être longue à vous le donner Ouais. aussi. Et plus elle est longue à vous le donner, bah, plus vous allez être bancal sur vos chiffres. Vous allez peut-être pas vous positionner sur l'opportunité qui va peut-être vous passer sous le nez juste parce que vous avez été trop tatillon, même si c'est pas un défaut parce que vous avez envie de savoir et moi je le conçois tout à fait. Hein. Mais il faut trouver, pense, un équilibre entre rapidité et efficacité et le détail où vous êtes bien, vous êtes safe. Donc, Mhm. à la limite, vous pouvez avoir un premier devis, je dirais pas ultra détaillé, qui est bien que vous envoyez en banque. Et vous, si vous voulez, bien entendu, le détailler au max. Si l'entreprise travaux a envie de bosser avec vous et qu'elle est clean, normalement, elle vous fera le devis sans trop de Plus problèmes. tard, après les signatures, pendant les temps qui ont préparé les travaux. Je OK. dirais en même temps, bon, un peu en même temps. Et n'hésitez pas, c'est aller regarder les prix. Parfois, moi, je vois des devis parce que j'ai des analyses en coaching aussi, on se fait des points de devis. Et je vois des meubles, vous savez, les meubles de salle de bain, 750 € le meuble. Non, en fait, allez regarder chez Leroy Merlin ou chez Bricorama, Brico Dépôt ou Bricorama. Vous avez des meubles beaucoup moins chers, à 150 €, 200 €. Vous avez un meuble classique pour une location. Il n'y a pas besoin qu'il soit en marbre, le meuble. Hein. Donc, si vous trouvez ça un peu cher, regardez. Oui, les entreprises peuvent être obligées de marger sur les meubles. Maintenant, il y a marge et marge. Si tu fais un 3 fois sur mon meuble de salle de bain, je t'assure que moi, je vais l'acheter, je vais te le fournir. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, il faut trouver un petit équilibre. Je sais que j'ai aussi des gens en coaching qui achètent les radiateurs, par exemple, et les entreprises les posent. Pourquoi parce que c'est toujours une question de coût. Et notamment, bon, alors, il peut y avoir un sujet, c'est vrai, en termes d'assurance, où là, c'est vous qui avez acheté les matériaux. L'entreprise la pose, mais du coup, s'il y a un sujet, le matériau, c'est vous qui avez les factures, vous ne pouvez pas vous retourner vers l'entreprise. Mais en même temps, ça va aussi dépendre de vous et votre niveau du risque, quoi, selon le prix de la facture. Donc, bon, voilà. Mhm. Ouais. Super. Je t'affiche les questions en même temps qui est arrivé. Comment gonfler les budgets de travaux auprès de la banque? On demande directement à Artisan de gonfler les devis? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous demandez à l'artisan, il y en a plein, ils savent comment ça fonctionne. Clairement, enfin, moi je sais qu'en tout cas, les gens avec qui je deal, ils bossent avec beaucoup d'investisseurs que je leur envoie. Et eux, ils n'ont pas de problème pour rajouter au devis travaux. Souvent, ils le font en plus parce qu'ils savent que vous avez un crédit hein, et que vous ne pouvez pas sortir 6 000 € de plus de votre poche parce que il y a une galère. Et dites-vous que c'est que les entreprises travaux, c'est pas toujours évident pour eux parce que on ne sait pas ce qu'on peut retrouver derrière du placo. Moi, ça m'est arrivé avec, pareil, un élève que j'avais où en fait, il y avait une cheminée dans le salon et la cheminée, elle était coffrée avec du placo. Et on retire le placo, ok. Donc il y a eu un devis classique, et en retirant le placo, ils se sont rendus compte que la cheminée, elle était fissurée de partout et qu'elle allait s'écrouler. Donc il a fallu faire une intervention pour retirer la cheminée, d'accord, qui était sur 2 étages. Et là, il s'est pris, je crois, 8 000 € de surplus, quelque chose comme ça. Et malheureusement, c'est des aléas où vous n'avez pas le choix et vous ne pouviez pas le voir et l'entreprise travaux ne pouvait pas le voir. Donc, c'est toujours bien de, oui, gonfler le devis travaux. Effectivement, vous en parlez avec l'artisan. C'est là où vous allez avoir un petit sujet. En réalité, selon la banque, moi, je vous invite toujours caisse d'épargne, j'aime bien parce que comme ils vous versent l'argent sur votre compte, c'est vous qui redispatchez. Si vous allez sur mais bon, vous avez d'autres banques qui sont très bien, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, c'est top aussi. Si la banque paye directement l'entreprise travaux, il faut quand même réussir à avoir une bonne confiance et à bien dealer avec l'entrepreneur pour qu'il ne se meure pas avec votre argent en plus. Donc, Mhm. voilà, vous pouvez trouver un arrangement. Mais en tout cas, ils le font. Ils le font. Il n'y a pas de souci. J'en ai OK. même qui le font pour englober le budget immobilier. Pourquoi pas? Notamment, comment inclure les mobiliers dans les travaux. OK, donc,
en toute transparence avec les artisans, on essaie de gonfler des devis pour la banque pour prendre les marges au cas où. Après, bien évidemment, derrière, ça ne coûte pas autant. À la limite, on a d'autres devis où c'est entre nous et on sait combien ça coûte. Question de Lucie, combien prévoir pour les aléas des travaux? 5-10% de plus? En fait, ça va dépendre vraiment des travaux. Je dirais qu'il n'y a pas les mêmes aléas sur une toiture que vous allez démonter et refaire en intégralité. Normalement, vous n'avez pas non plus la masse de surprises qui peuvent arriver parce que vous retirez tout, vous la refaites. Si par contre, là, vous êtes sur la rénovation où on désosse tout, moi, je préfère d'ailleurs un petit tips, je préfère un appart où on va tout refaire. Et donc là, on va l'intégralement désosser. Et là, effectivement, un 5-10% d'aléas, je trouve que c'est plutôt c'est une bonne marge. Après, dites-vous aussi, hein, si vous prenez 30% de marge, en fait, la banque, si vous n'utilisez pas le delta, vous pouvez très bien lui dire j'utiliserai pas plus et en fait elle va retravailler le tableau d'amortissement et relisser sur ce que vous avez uniquement utilisé. Donc c'est pas trop un problème. Vous pouvez d'ailleurs également utiliser le surplus pour rembourser potentiellement votre apport. Si vous en avez dû en mettre, vous pouvez récupérer aussi l'argent comme ça. Ça dépend encore une fois de la banque et comment vous dealez votre truc. Mais des travaux, si c'est juste de la peinture, bon, vous n'avez pas trop d'aléas à faire uniquement repeindre, quoi. Hein, sauf si la personne n'a pas vu qu'il fallait faire de l'enduit dans toutes les pièces et que oui, l'enduit, ça coûte cher. Bon, voilà. Je dirais sur une rénovation complète où vous devez tout désosser, on retire tout le placo. Là, moi, je rajouterais d'autant plus de petites surprises parce qu'on ne sait pas. Voilà. Très bien, super. On ferme cette parenthèse avec les crédits. Donc, les crédits, il est accordé. On a signé l'appartement. On commence les travaux. Si on est à côté avec les entreprises qui sont à côté, c'est beaucoup plus simple. Or, tu as mentionné plusieurs fois les cas de gestion des travaux à distance. Je te propose d'en parler comme les derniers sujets parce que je crois que ça va intéresser beaucoup de gens. Oui. Alors, les travaux à distance, c'est pas évident. C'est là où il va falloir quand même trouver, comme je reviens au début, vraiment l'entreprise travaux avec qui faire confiance. Parce que sinon, ça peut être un calvaire. Donc, voilà, il y a vraiment le côté on démarre avec mon petit entonnoir où on va vraiment sélectionner bien l'entreprise travaux. Et c'est un peu comme avec le locataire. Hein. Si vous sélectionnez mal votre locataire, à la fin, vous allez potentiellement avoir des galères et ça va s'accumuler. L'entreprise travaux, c'est exactement pareil. Donc, plus vous avez bien sélectionné votre entreprise travaux et que vous êtes bien aligné, plus, je dirais, le suivi va être simple. Le suivi, pour moi, il faut absolument que vous demandiez des photos, que ce soit quotidiennes, voilà, au fur et à mesure du temps. Ça, c'est important parce que même pour vous, ça va vous rassurer. Puis moi, j'aime bien voir l'avancée de mon chantier, ça me fait toujours plaisir, c'est cool. Ensuite, allez quand même sur place, je dirais toutes les 2 semaines au début, au tout début, toutes les 2 semaines. Ensuite, vous allez voir, de toute façon, je dirais les 2-3 premières visites, est-ce que vous pouvez faire confiance à l'entreprise ou pas? Ça va se sentir. Si elle vous envoie des photos, que vous déplacez toutes les 2 semaines et que ça a super bien avancé, bon, vous savez que si la semaine d'après, vous venez pas, bon, ça va, il vous envoie une petite vidéo, j'en sais rien, et vous êtes rassuré. Si par contre, vous voyez que ça comme ça et que là, on n'est pas terrible et que ça prend beaucoup de temps, moi, ce que je mets en place, c'est je fais les réunions de chantier. Ça veut dire le lundi et le vendredi, meeting obligatoire avec l'entrepreneur. Donc le lundi, en fait, je vais leader un peu mon truc, quoi. Ça veut dire que je lui laisse pas le choix, déjà. Même si je pense qu'il y a beaucoup de femmes et qui peuvent se sentir un peu légitimes par rapport aux travaux. Dites-vous bien qu'en réalité, on est dans un monde où ce qui marche le plus, c'est le culot. Donc on y va et de toute façon, au pire, vous serez jugé et c'est pas grave. Et si vous y connaissez pas grand-chose, posez les questions. Un gars qui est en face n'a pas envie de vous expliquer pourquoi le détalonnage de porte il doit être plus important pour laisser passer l'air. C'est pas rassurant et c'est un peu casse-pied quand même et c'est pas un super bon professionnel. S'il prend le temps de vous l'expliquer, là déjà c'est cool et en plus vous apprenez des choses et c'est toujours agréable d'apprendre des choses. Donc moi je fais réunion de chantier le lundi et le vendredi. Le lundi, quel va être le planning de la semaine? Quelles vont être les tâches? Sur quoi vous avancez? Ça et ça. Ok. Le vendredi, je refais le point. Est-ce que ça et ça a été fait? Si ça n'a pas été fait, pourquoi? Ça peut s'expliquer. Hein. Il peut y avoir des problèmes de livraison, des problèmes de rapprovisionnement, j'en sais rien. Des maladies, le personnel aussi. Hein. Les gens, sa vie, il peut se passer une multitude de choses. Si ça a été fait, très bien.
Ok, et bien écoutez, bon week-end, on se reparle lundi. Lundi, quel est le plan de la semaine prochaine? Ok, ça, ça, ça et ça, et rebolote. Donc, et si bah, vous voyez bien que ça commence à faire ça, là, vous allez sur place, vous vous déplacez, vous râlez, d'accord? Surtout, on râle et on ne rallonge pas les acomptes à gogo si l'entreprise vous dit il me faudrait rallonger 10%, il me faut encore 3 000 euros. Ouais, mais attendez, les gars, en fait, là, vous aviez dit que vous deviez finir ça dans telle phase. C'est pas fait. D'où je vais te rallonger de l'argent, enfin, et tout s'explique. Alors, bien sûr, s'il vous dit oui, bah, faut que je commande les fenêtres parce que les fenêtres, elles mettent 3 semaines à arriver ou 4 semaines. Ok, là, j'ai une explication, c'est clair, et je peux être aligné. Par contre, si vous sentez bien que vous vous faites bananer, là, il va falloir les suivre de près, et c'est un peu comme les gosses. Clairement, ça va être le suivi tout le temps, tout le temps, tout le temps, les appeler. Euh, et je sais que c'est très désagréable, mais vous n'avez pas le choix. Si jamais vous n'avez pas signé de date et que vous voyez que le chantier il commence à cracher, bah là, moi j'ai un bon contact d'avocate à vous transmettre, hein. Et dans ce cas-là, eh bien, elle va envoyer une sommation. Sommation, du coup, pour fixer une date. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle donc le procès-verbal de livraison. Les PV, en gros, c'est un PV, hein. Donc là, le gars vous dit, par exemple, OK, le chantier, il est fini. Qu'il soit fini ou pas, terminé, d'accord. Mais la plupart du temps, un PV, c'est quand c'est terminé. OK, c'est terminé, et vous voyez bien qu'il y a des malfaçons. Donc là, vous allez avec votre petit PV. Il y a des exemples partout sur Google. Imprimez-en un. Le PV, OK. Et là, on va noter toutes les malfaçons. Et là, c'est comme... c'est un peu comme dans un PV avec un constat pour une voiture. On détaille, mais pas trop non plus, parce que sinon ils peuvent refaire pile le petit truc et bon, ça peut être impactant par la suite. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez un souci, on va dire le mur droit en rentrant dans le salon, il est à refaire. C'est pas oui, il y a une petite tache en bas à droite et une petite tache en bas à gauche, parce que s'il y en avait une au milieu et que vous l'avez pas vue, bon, voilà. Donc vous listez absolument toutes les malfaçons. Et là, eh bien, il va falloir laisser donc un temps raisonnable. Vous laissez 2 semaines, par exemple. Dans 2 semaines, eh bien, on va refaire, du coup, là, il y aura la livraison, en réalité. Et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que les réserves sont levées, ça s'appelle, ou est-ce qu'elles ne sont pas levées? Normalement, à ce moment-là, il vous reste 5% du devis que vous ne devez pas avoir versé. Ces 5%-là, eh bien, c'est un petit peu le dernier Dernier truc. recours, ouais. Dernier levier des négociations, en fait. Bah ouais, si vous les avez versés, en fait, l'entreprise, elle se barre et elle a plus d'intérêt, quoi, hein, puisqu'elle a tout récupéré son argent. Et les malfaçons, bah, c'est pour votre pomme, et puis bah, il n'y a plus qu'à apprendre. Donc, voilà, on garde ces 5%-là et on voit est-ce que ça a été levé, pas levé. Et donc là, bah, en réalité, donc soit vous avez une avocate pour les forcer en même temps et on va les taper sur l'assurance aussi de l'entreprise, hein, et on peut récupérer des fonds comme ça. Moi, je dirais en toute franchise, le problème, c'est que quand vous allez taper dans de la procédure juridique, ça prend toujours énormément de temps, ça prend des coûts. Prenez d'ailleurs une assurance protection juridique. Moi, j'en avais pas au début et je l'ai regretté. Maintenant, j'en ai et c'est très cool. Donc ça, c'est l'autre petit tips. Mais si jamais vous voyez qu'il y a que des petites malfaçons, style, je sais pas, des détails de peinture à revoir, des petits joints de silicone, de la petite finition, mais qui prend pas non plus, qui n'est pas non plus trop impactant, n'attendez pas de faire une procédure pour avancer, etc. et de ne pas louer pendant 2-3 mois le temps qu'ils finissent. On y va. Écoutez, il y a des tutos sur Internet. Moi, je peux vous aider si vous avez besoin, dites-moi. Ça s'appelle des petites finitions de bricolage. Moi, je me suis retrouvée l'été dernier où l'entreprise travaux que j'avais a déposé le bilan. Ils se sont retrouvés en liquidation judiciaire. Je suis rentrée de vacances. J'ai été acheter une scie, des étagères. Je me suis tapé toutes les étagères pour l'appart parce qu'ils les avaient pas fait. De l'enduit, la peinture et tout. Et j'ai refait mes trucs, etc. parce que j'ai les locataires qui arrivaient dans une semaine. Et dans ces moments-là, je peux vous assurer que le nerf de la guerre, et de toute façon, ce pourquoi vous faites tout ça, bah, c'est le cash en fait. Donc on va venir finir les petits traîneaux le plus rapidement possible et on va louer le plus rapidement possible pour sortir la tête de l'eau de ces petites galères parce que ça arrive à tout le monde, ça arrivera tous les jours et c'est la vie. Mais important, c'est on ne laisse pas la situation couler, on loue le plus vite possible. Voilà.
Voilà. Sur cette note positive, c'est quand même très important, c'est un dernier rappel des mindset derrière. On ne va pas se Ouais, focaliser que sur les problèmes. Ça arrive, ça fait partie des chemins. Le but, c'est le derrière et voir les biens qui est rentable. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. C'était hyper intéressant. En tout cas, les travaux, c'est pas les sujets où on trouve facilement les experts qui vont en parler de manière assez et ouverte et explicative. Voilà. ouais. Donc, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour toi. Bah, on va Avec finir là. On n'a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, merci à tout le monde. On se retrouve pour les prochaines sessions très bientôt. Et merci, Emeline, pour ton intervention, surtout quelques jours avant ton mariage, de trouver le temps pour parler travaux. Ça montre vraiment que c'est une passion. Oui, avec plaisir. Merci à tous. D'ailleurs, en ce moment, je tourne pas mal de vidéos sur les travaux. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur mon compte Realimo. Si vous avez des Hmm. petites questions, il y a pas mal de sujets abordés. Et puis, bah, je vous retrouve aussi sur mon compte Instagram, pareil, Realimo. Et si vous avez des questions, bah, je y répondrai avec plaisir toujours. Super. Merci beaucoup à toi et bonjour à tout le monde. Bye bye.